pourquoi on vous croirait, en fait, Olivier Véran? Ça fait des mois que vous nous racontez n'importe quoi. Attendez. Des mois. Non, mais non. On a dit avec de la courtoisie. Oui, mais bon, les Français ont besoin de vérité aujourd'hui. Oui, ils ont besoin de vérité, mais on peut se parler tranquillement. Oui, mais à un moment donné, un mensonge est un mensonge, David Pujada. Alors pourquoi vous croire? C'est ça la question. Oui, pourquoi vous croire, étant donné que vous avez changé d'avis en permanence, vous nous avez bloqué l'accès aux choses qui soignaient, tout en autorisant les choses qui allaient nous tuer. Qu'est-ce que vous appelez les choses qui soignaient? Le protocole hydroxychloroquine, azithromycine, qui allait montrer ses preuves. Vous avez arrêté les essais en cours, parce que vous saviez très bien que ça marchait. Aujourd'hui, les études. J'ai arrêté les essais parce que je pensais que ça marchait. Oui, ça c'est tordu, je sais bien. Mais enfin, c'est vous, vraiment tordu, oui. Alors je ne sais pas. On vit dans un monde qui est fou. Donc, si vous voulez, les conditions qui ont été prises pour lutter contre cette maladie sont des conditions d'un autre siècle. C'est pas des conditions pratiques, c'est pas de la lutte au quotidien. Non, mais déjà, de dire aux gens ne vous soignez pas, restez à la maison, c'est un truc, c'est même pas Moyen-Âge, même Hippocrate faisait pas ça. Je sais pas, il faisait bain chaud, quelque chose. Il disait pas aux gens, restez à la maison jusqu'à ce que vous mouriez. C'est un truc de fou. On dit que c'est un vaccin, mais c'est un abus de langage, que c'est un produit de thérapie génique. Vous êtes d'accord avec ça? Réponse d'Olivier Véran. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Réponse d'Olivier Véran. Hélas, on ne va pas être d'accord ce soir, mais ça peut arriver. Mais je vais vous respecter. Alors il y a d'autres médecins qui ne pensent pas comme vous, en fait. Dans la réponse que je vais vous faire, je ne vais pas vous traiter indirectement d'assassin ou de personnes qui manipulent les chiffres. Pas du tout les vaccins, c'est là je dis il y a supercherie. C'est le vaccin par exemple de Moderna, de Pfizer. C'est non, c'est pas les vaccins, c'est les produits de thérapie génique à ARN. C'est pas des vaccins, c'est de la thérapie génique. Ça veut dire quoi la thérapie génique? Alors on vous génique, inocule pas du tout le virus ni des fragments de virus. Ah d'accord, on vous dit aucun fragment. On vous inocule un ARN dit messager qui va faire que vos cellules vont coder pour des morceaux du coronavirus. Alors là, on joue aux apprentis sorciers parce que cette technique n'a jamais été, elle a été faite chez des légumes, mais n'a jamais été faite. C'est un peu comme l'OGM. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est génétiquement modifié. En fait, des organismes génétiquement modifiés comme les tomates ou le maïs. Ouais. Mais ça n'a jamais été étudié même chez l'animal vraiment en grandeur réelle. Donc l'homme va être le premier cobaye sur Terre de ce type de technique. Peut-être que ça marchera, mais on fait ça en 2 mois à la va-vite. On a aucune... Oui, ça peut marcher aussi. Il n'y a pas de raison. Ça peut marcher, mais vous vous rendez compte que ça peut, si jamais votre cellule, selon votre terrain génétique, produit beaucoup trop de particules virales, ce qui était prévu, ça peut peut-être avoir des conséquences catastrophiques dans votre corps. Et en plus, on dit ouais, mais c'est assez sûr parce que bon, c'est un peu technique pour ceux qui connaissent pas les acides nucléiques et la biologie de la cellule, mais c'est que dans nos cellules, il y a des acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, et normalement un ARN ne remonte pas vers les chromosomes qui sont faits d'ADN, mais dans certaines situations exceptionnelles, ça peut remonter. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la technique. Vous voulez dire c'est pas absolument sûr. Il y a des gens qui disent ça peut modifier définitivement nos chromosomes, nos gènes, et éventuellement transmettre ces anomalies à nos enfants. Donc là, je dis, on joue aux apprentis sorciers. Peut-être que c'est une bonne technique d'avenir, mais il faudrait des années d'études, d'avoir une certitude sur la sécurité de ce type de technique. Là, on les balance à coups de milliards. En 2 mois, on dit tout est bon, ça marche. On n'a pas vu les résultats des études. Tout ce qu'on a vu, c'est les cours de la bourse qui ont flambé pour les industriels qui annonçaient ces bonnes nouvelles. Moi, là, je suis terrorisé parce que je me dis, on joue aux apprentis sorciers. On va faire, et c'est les vaccins qui arrivent en priorité. C'est ceux-là qui sont prêts. On va nous faire de la thérapie génique. C'est pas les vaccins chinois qui arrivent en priorité. Ah non, pas du tout. Ouais. Et on va nous faire de la thérapie génique déguisée. Alors normalement, ça devrait répondre à des lois très précises, un encadrement, en nous faisant croire que c'est un vaccin. Et là, je dis, non, ce n'est pas possible. Il faut refuser catégoriquement ce type de vaccin, en tout cas dans l'état actuel des choses. On n'a pas suffisamment de recul. Oui, je comprends. Peut-être qu'il y a des risques. Il y a des études cliniques qui sont faites. En l'occurrence, le vaccin Pfizer a été testé sur 38 000 personnes. Les données, je ne les ai pas aujourd'hui. Les données complètes, les datas scientifiques, elles sont conférées, elles sont données aux agences du médicament américaines, européennes et aux autorités par État, avec des comités indépendants qui sont chargés d'évaluer si l'étude est sérieuse, rigoureuse, et quelle est la balance bénéfice sur risque. C'est un mot qui est important dans la vaccination. Quelle est la balance bénéfice sur risque? On sait... A priori, j'attends la confirmation des autorités européennes et françaises, que la balance bénéfice sur risque, elle est très positive pour des gens qui sont à risque de faire des formes graves de virus. C'est-à-dire que même s'il y avait des effets indésirables, et nous le saurons, même s'il y avait des effets indésirables, ils seraient beaucoup plus rares et beaucoup moins graves que la maladie en elle-même. Maintenant... 24 heures après avoir lancé en grande pompe sa campagne de vaccination, le Royaume-Uni émet donc une première alerte sur le vaccin des laboratoires Pfizer-BioNTech. Et tout est parti de la réaction allergique de 2 personnels soignants qui venaient de se faire vacciner. D'abord les faits avec vous, Mathieu Boisseau, depuis Londres. Mathieu, que disent exactement les autorités britanniques? Bonjour.
Alors d'abord, effectivement, il s'agit de 2 membres du personnel soignant qui ont été vaccinés hier et juste après l'injection, ils ont ressenti une réaction allergique. On ignore précisément le détail des symptômes, mais ils ont dû recevoir un traitement et ils vont, semble-t-il, mieux ce matin. Ce sont 2 personnes qui avaient déjà un historique de réaction allergique sévère, mais toutefois, par mesure de précaution, l'agence britannique de réglementation, de régulation des médicaments a décidé que toute personne ayant un historique de réactions allergiques sévères ne devrait plus recevoir ce vaccin de Pfizer et BioNTech. Cela concerne, selon la recommandation, des réactions allergiques à d'autres vaccins, à des médicaments ou même à de la nourriture. Les autorités sanitaires britanniques expliquent que ce type de réaction n'est pas si exceptionnel lorsqu'un nouveau vaccin est utilisé, que cela ne concerne que 2 personnes et que le reste de la campagne de vaccination n'est pas remise en cause. Mais c'est effectivement une première alerte à prendre au sérieux. Maintenant, David Pujadas, vous soulignez un point important, c'est la notion de recul. Il y a un recul de 2 mois dans l'étude clinique qui a été faite, 2 mois sur un très grand nombre de personnes. Ça nous permet quand même de savoir, parce que le virus, on sait qu'il peut tuer. Ce que je vous dis, c'est quand on est à 1 pour 1000 de mortalité, on se demande ce que les gens cherchent. Et on sait qu'il touche beaucoup de gens, on sait qu'il paralyse les pays, qu'il paralyse la planète. Parce qu'il faudra peut-être discuter avec les autres ministres de la Santé des autres pays qui sont comme moi et qui considèrent comme moi à la fois la vaccination et les traitements qui sont efficaces et ceux qui ne le sont pas. Mais peut-être qu'on a un complot mondial qui m'aurait. Et donc, actuellement, il n'y a pas de garde-fou. Il y a des gens qui ont des milliards d'un côté et il n'y a pas de garde-fou. Et ça, c'est extraordinairement dangereux. Parce que si vous choisissez vos conseillers avec ceux qui sont les commensaux au sens étymologique, ceux qui mangent à la même table que ceux qui manient des milliards, vous n'avez plus de contrôle. Vous dites oui, il y a des risques. Bah oui, dites-nous lesquels dans ce cas-là, parce qu'en transparence, on dit ce qu'on risque en fait. Parce que le Covid, c'est quoi la mortalité du Covid en population saine sur quelqu'un moi, j'ai combien de risques de mourir du Covid si je l'attrape? Vous n'êtes pas prioritaire pour la vaccination, que je sache. Oui, on a parlé d'abord des personnes d'un certain âge en résidence et ensuite en ville. Il y a des gens, il y a 30% des gens de moins de 60 ans qui sont 30% des gens qui sont en réa, en réanimation, qui ont moins de 60 ans. Donc ça peut toucher des gens jeunes et on en connaît généralement tous autour de nous, de façon directe ou indirecte, qui ont fait quand même des formes graves. Sans compter, vous savez, tous ces dizaines de milliers de Français qui ont perdu le goût et l'odorat, qui gardent la fatigabilité, ce qu'on appelle le Covid long, qui ne sont pas forcément des formes qui sont comptabilisées dans les réa, puisqu'ils ne vont pas en réanimation, mais qui gardent des séquelles. Avant de rentrer dans tout le détail de ces vaccins, il y a un point qui est déjà majeur, c'est est-ce qu'il y a besoin de vacciner ? Parce que la mortalité est tombée à 0,05%. Moi, j'ai jamais vu dans l'histoire de la médecine qu'on développe en urgence des vaccins pour vacciner des millions, des milliards d'individus pour un virus qui ne tue plus, sauf des personnes à risque qu'on peut identifier, qu'on pourrait traiter si on les traitait. Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin d'un vaccin général pour l'humanité entière avec 0,05% de morts. C'est une évidence. Je ne me fais aucun souci et j'en avais aucune intention. Ça ne sera pas masqué, ce sera donné en transparence. Moi, je crois à l'accès à l'information et à la capacité de décider. Ça vous empêche de prendre les médicaments que vous avez envie de prendre, c'est quand même que vous n'avez plus le droit de décider de ce que vous faites. Mais moi, je suis libéral de ce point de vue-là. Si vous décidez pour vous traiter ou pour vous prévenir de prendre ce vaccin, vous le faites. Ça, c'est différent d'une politique d'État qui dit vous devez le faire. Moi, je considère qu'en fait, le débat en France est très réducteur. C'est-à-dire c'est soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Les antivax sont des complotistes. Quand on est antivax, on est contre tous les vaccins. Enfin, c'est ridicule, quoi. On peut avoir une position intermédiaire, interroger l'intérêt de certains vaccins et d'autres non. Enfin, bon, voilà, le débat n'est pas... Vous êtes vacciné moi, j'ai par d'autres vaccins. J'ai jamais été contre ça. Mes enfants le sont aussi. Enfin, non, vous parliez en fait de la confiance. C'est intéressant cette notion en fait de la confiance parce que vous, par exemple, vous avez confiance. Comment ça se construit la confiance en fait? Ça se construit comment est-ce que vous avez confiance en quelqu'un qui vous raconte tout et son contraire du jour au lendemain? La confiance, est-ce que vous pensez que ça se décrète? Vous ne pensez pas que ça se gagne? La confiance, ça se gagne. La défiance, parfois, elle peut être innée dans les relations qu'on peut avoir avec les gens. C'est-à-dire que parfois, ça peut être très compliqué de convaincre certaines personnes. Mais Socrate disait, on ne fait jamais le mal en le sachant. Je pense qu'il était un peu optimiste. Mais en tout cas, pour beaucoup de gens, il n'y a pas de mal à être copain et à manger et à être subventionné et à aller en congrès invité par quelqu'un qui ensuite vend des médicaments pour lequel vous l'avez conseillé, d'un ministre, d'un conseil scientifique. Vous avez un médicament qui était plutôt prometteur, qui s'appelait le Remdesivir, commercialisé par un laboratoire qui s'appelle Gilead, qui est un laboratoire américain. Et à un moment donné, on m'a dit, est-ce que la France va en commander? La plupart des pays européens en commandent, avec une grosse commande de stock, etc. Moi, j'ai regardé les données scientifiques, j'ai demandé aux scientifiques de me donner leur avis sur ce traitement. Au début, ils disaient pourquoi pas.
Puis après, ils m'ont dit le traitement ne marche pas plus que la chloroquine. Et donc, il ne faut pas acheter ce médicament-là, en tout cas, s'il n'y a pas un intérêt majeur à le faire. J'ai décidé de ne pas en acheter. Il y a eu des essais cliniques en France, l'essai Discovery, qui est utilisé dans le cadre d'un protocole de recherche de traitement. C'était des doses gratuites. Je n'en ai pas acheté. Aujourd'hui, tout le monde sait, et c'est reconnu, que le médicament Remdesivir ne fonctionne pas. On a montré la preuve. Comme d'autres, effectivement, en tout cas, il ne fonctionne pas. Et donc, tout le monde considère aujourd'hui que ce traitement-là ne doit pas être donné aux malades. Je vais vous dire une chose, je suis plutôt content d'avoir fait le choix de ne pas céder à un moment donné à l'appel de certains scientifiques qui disaient il faut en acheter pour voir. Et donc, la France est le seul pays avec le Luxembourg dans l'Union européenne à ne pas avoir acheté ce médicament. Vous voulez dire que parfois, on ne parle pas de ce qui marche et on parle que de ce qui marche pas. L'Agence européenne du médicament a donné son feu vert là, pour qu'on en achète 1 milliard de doses là, début octobre. La France n'a pas acheté le Remdesivir, madame. Et donc, on est passé à ça, d'une polémique qui en plus concernait un labo que généralement les. Donc la France n'a pas. Vous dites bien que la France n'a pas donné 1 centime pour acheter du Remdesivir. Le Remdesivir dans le cadre de l'étude clinique a été donné gratuitement. Oui, c'était dans le cadre du projet Discovery européen. Alors, sur les labos. En tout cas, pour les Français, le vaccin sera gratuit, remboursé à 100% par la sécurité sociale. Il ne sera pas gratuit. C'est l'État qui le paye, évidemment. C'est nous, donc. Qu'est-ce que vous racontez? C'est des fantaisies, c'est pas vrai. Un mot malgré cela, l'Union européenne en a acheté des centaines, encore une fois, de doses. La France n'en a pas acheté. Ça, c'est à noter. Elle en a acheté. L'Union européenne. Officiellement, elle n'en a pas acheté. Le budget de l'Union européenne, vous croyez qu'il tombe des nues aussi? Nous, on nous vaccine gratuit. L'Union européenne, elle a l'argent qui tombe du ciel. D'où ça vient, cet argent? D'où vous croyez qu'il vient? Qui sont les plus gros contributeurs à l'Union européenne? Vous fichez de moi, vous faites semblant. Donc ce sont les labos? Non, c'est nous, c'est nos impôts qui ont payé ça. Qui voulez-vous qui paye ça? Enfin, qui c'est qui paye l'Union européenne? C'est nos impôts. Enfin, c'est pareil. Si vous donnez notre argent à quelqu'un pour qu'il le dépense à notre place, c'est la même chose que si vous le dépensiez vous-même. C'est un mythe que font croire les gens. Non, la France n'a pas fait ça. Bien sûr, la décision de l'Union européenne, elle ne s'est pas faite sans la France, quand même. Bien sûr. Mais la France n'en a pas formellement acheté concernant ce Remdesivir, un traitement qui ne fonctionne pas. Elle en a acheté à travers l'Europe et le directeur général de la santé français nous a conseillé de le perfuser en disant c'est gratuit, en même temps que Gilead nous envoyait une publicité en disant vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez, c'est gratuit. Non, faut pas reconstruire ça. Là, c'est pas les autres qui ont fait ça, c'est nous. Nous. Mais voyez le problème. Vous me parlez de la défiance et de la confiance. Je vous donne des données factuelles que chacun peut vérifier. Les mouvements de Gilead, c'est 200 milliards en l'espace de 3 mois. Donc les enjeux de ça, nous ne sommes pas armés pour faire face à des pression de cette nature. Mais quelle que soit la vérification, madame, que vous apporterez, je ne suis pas sûr qu'en définitive, je vous aurai convaincu sur ce point. Il n'empêche que moi, je continuerai à essayer de vous convaincre. Libre à vous de me croire ou de ne pas me croire. Tout ce que je vous demande, in fine, c'est pas d'aimer votre ministre, ou c'est pas de juger que je sois compétent ou incompétent. Ce que je vous demande, madame, c'est de faire attention aux vôtres, de faire attention aux gens qui vous entourent, de respecter les règles, mais je suis sûr que vous le faites, et de vous protéger vous-même. Alors, c'est ça, juge parti. On sait aujourd'hui qu'il y a eu un accord avec l'Union européenne, on le sait, où les laboratoires se sont dégagés de toute responsabilité et l'Union européenne a signé pour tout effet secondaire. Mais comment ça se fait? Pour moi, c'est un immense scandale qui a commencé aux États-Unis déjà. Je ne sais plus la date exacte, mais ça fait déjà un bout de temps qu'aux États-Unis, c'est le cas. Oui. Ils avaient passé des lois pour protéger les fabricants de vaccins, que c'était l'État américain qui serait responsable et qui indemniserait s'il y avait des ennuis. Et alors que ce n'était pas du tout le cas en Europe, l'Europe avait plutôt une politique de plus de protection des patients. Moi, j'avais confiance dans cette politique européenne. Et là, je vois que sous la pression des lobbies, d'un seul coup, on dit les fabricants de vaccins ne sont plus responsables. S'il y a des morts, s'il y a des effets secondaires gravissimes, ce ne seront pas eux les coupables. Ce sera au gouvernement français qui ne sera toujours pas coupable, mais éventuellement d'indemniser les victimes. Oui, c'est tout à fait étonnant. Alain Fischer, justement, qui a montré énormément de réserves la dernière fois lors du point presse, qui a dit j'invite à la prudence, on n'a rien, on a des communiqués de presse. Et vous dites non, les premières études, mais de quoi vous parlez en fait exactement? Vous parlez de quoi? Si vous êtes avec nous sur le plateau depuis le début de soirée, ou je me suis très mal exprimé, ou alors je ne vous ai vraiment pas convaincu. Je vous ai dit que d'ici 2 à 3 semaines, les autorités scientifiques et les agences du médicament nous donneraient la totalité en transparence des informations qui sont nécessaires. Le professeur Fischer dit exactement la même chose que moi. Je vous dis évidemment qu'on est prudent et évidemment que lorsqu'on commencera la vaccination, c'est qu'on aura les réponses aux questions qu'on se pose. Là, vous abordez la question du politique. Et est-ce qu'il y a peut-être eu des époques où il y a eu des choix politiques ou des erreurs politiques faites sur, par exemple, le scandale du sang contaminé ou même en termes sanitaires sur la maladie de la vache folle, ça n'a rien à voir avec la vaccination, mais des choix politiques et des scandales aussi publics forts. Et
voilà, peut-être, est-ce qu'il y a un travail aussi à faire du côté des politiques? Est-ce que les élus, qui ne sont pas forcément compétents en la matière, est-ce qu'il y a un cloisonnement aussi entre les élus et le corps médical, et pas seulement entre le citoyen et le corps médical? Vous avez en gros raison. J'ai évoqué tout à l'heure que la défiance était plus forte à l'égard, hiérarchiquement, le top de la défiance, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est le diable. Parfois, c'est pas complètement faux, mais c'est pas toujours le diable, et heureusement qu'ils sont là pour nous fabriquer des médicaments, sinon nous ne nous soignerions pas. Le deuxième niveau, ce sont les autorités sanitaires, politiques et proches des politiques. Et le troisième niveau, donc c'est moins fort, mais ça existe aussi, c'est la défiance relative à l'égard des professionnels de santé, bien qu'il reste une confiance assez importante de la population dans les enquêtes d'opinion pour leurs généralistes ou leurs pédiatres, par exemple. Mais vous avez complètement raison, les différents problèmes qui concernent la santé en général et les scandales dans certains cas, que la France a vécu au cours de ces 10-20 dernières années, créent une situation défavorable qui dévalorise la parole politique quand il y a une parole. Parce que malheureusement, sur la vaccination, il n'y a pas eu de parole du tout pendant 30 ans. C'est un silence total. On n'a pas parlé de vaccination jusqu'à 2016. Le problème a été, la question de la vaccination a été mise de côté, encore une fois, soit par des intérêts, soit à mon avis ces dernières années, même par crainte de faire ressurgir des positions d'opposition, sachant que certains politiques, et c'est absolument évident aujourd'hui, instrumentalisent la vaccination en cadre d'opposition. C'est tout à fait intéressant de suivre ça, venant de différents horizons politiques. Donc cette question se pose, et vous avez absolument raison. Vous avez aussi évoqué une question qui est difficile, qui n'est pas propre à la vaccination, c'est la place des experts au contact du monde politique, qui est un problème difficile. Évidemment, les experts doivent apporter le savoir. C'est indispensable. On ne peut pas prendre une décision dans quelque domaine que ce soit la santé, environnementale ou à peu près tous les domaines, sans se fonder sur l'état le meilleur possible de la connaissance de la science et des questions non résolues, parce qu'il y a dans tout tas de domaines des questions non résolues. Mais en même temps, c'est pas aux experts de prendre les décisions politiques. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Et se pose aussi le fait que malheureusement, de temps en temps, les experts ne sont pas tout à fait objectifs et défendent des intérêts particuliers. Donc il faut arriver à concilier tout ça. Mais c'est plutôt vrai qu'en France, par exemple en comparaison avec le monde anglo-saxon, il y a une relative, j'allais dire absence, c'est excessif, mais une présence insuffisante des experts auprès des politiques. Par exemple, en Grande-Bretagne, je ne vais pas idéaliser la Grande-Bretagne qui a plein de problèmes, mais par exemple, dans tous les ministères, il y a officiellement des postes d'experts scientifiques auprès des ministres, ce qui n'existe pas en France. Et ça existe aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie, enfin dans les pays de culture anglo-saxonne. Donc la problématique de la place des experts dans le monde politique est une problématique extrêmement importante, qui est peu discutée en France, qui est délicate. Il y a plusieurs aspects à considérer, mais qui nécessitent réflexion et, si possible, action. Oui. On les aura bientôt. La Suisse a refusé d'acheter des vaccins à l'heure actuelle. Vous savez, ça aujourd'hui, ils ont dit clairement qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations. Elle se donne 2 mois. Elle se donne 2 mois. Elle dit on ne vaccinera pas avant février. On veut voir ce qui se passe chez les autres. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et donc ils n'ont pas eu aussi l'opportunité de contractualiser avec la Commission européenne comme nous avons pu le faire en France. Oui, l'Agence européenne du médicament, si vous croyez que les Français vont avoir confiance, alors que c'est l'agence qui a donné son go pour le Remdesivir, vous pouvez vous accrocher. Franchement. Bon courage. Ils ont déjà fait le coup avec le Tamiflu. Qui était contre la grippe. Contre la grippe qu'ils avaient vendu à Roche, avec des études qui étaient bidons, dont tout le monde s'est rendu compte que c'était bidon, mais enfin, pendant 20 ans, ils l'ont vendu et ils ont gagné des milliards avec ça. Et ils ont refait le même coup avec l'hépatite C, parce que grâce à leur étude randomisée, ils ont obligé tout le monde à faire 12 semaines de traitement, alors que ça n'était pas nécessaire. Il suffisait de surveiller les charges virales. Donc, c'est des gens qui sont, c'est très bien, le British Medical Journal, qui était un journal très honnête, a fait 2 papiers de suite pour expliquer que quand même ça pouvait pas recommencer encore une autre fois de coûter des milliards à nos sociétés pour quelque chose qui ne marche pas. Courage. Dites-nous, vous nous ferez la liste des autorités scientifiques en qui vous avez confiance. On essaiera de trouver le moyen de vous convaincre. Mais en fait, c'est marrant parce que vous avez couvert le masque, mais les masques sont tombés pourtant pendant cette crise. C'est drôle, vous trouvez pas ? Voilà. En priorité, les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications de cette maladie pour lesquelles on peut accepter qu'il y ait des effets indésirables. Donc on va, dans le cadre de ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, on va prioriser pour les premières doses de vaccins. Tout le monde ne va pas être vacciné en même temps. On va avoir des vaccins petit à petit pour commencer les gens qui sont le plus à risque de faire des formes sévères. Voilà. Alors, c'est ce que d'ailleurs préconise la Haute Autorité de Santé. Mais alors, moi, cette phrase, quand même, elle m'a interrogé, c'est le moins qu'on puisse dire. On va vacciner en priorité les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications, pour lesquelles on peut accepter qu'il y ait des effets indésirables. Moi, je suis terrifié par ce genre de phrase, parce que qui vont être ces personnes? Ça va être les personnes âgées dans les EHPAD. Déjà, aujourd'hui, on ne les traite pas, on les laisse mourir, on leur offre le Rivotril.
alors que pour la grippe, il y a des recommandations officielles. Dès qu'il y a une épidémie de grippe dans une EHPAD, on traite tout le monde avec l'antiviral pour la grippe qui s'appelle le Tamiflu, et on donne des traitements préventifs aux personnes âgées qui sont dans les mêmes chambres ou dans l'entourage pour pas que ça se dissémine. On pourrait faire la même chose avec l'hydroxychloroquine dans les EHPAD, on ne le fait pas, donc on les laisse mourir, on leur fait de l'euthanasie s'il y a besoin, et maintenant ceux qui n'ont pas l'infection vont servir de cobayes pour, je dirais, à une échelle numérique assez importante, avant de vacciner d'autres personnes dans la population. Moi, je pense qu'il y a quand même des règles éthiques qui sont là largement violées. Je voudrais simplement vous demander si vous avez été convaincu par la nécessité de se faire vacciner à l'issue de ce dialogue. Moment venu. Oui, mais pas tout de suite, quoi. Bon. On va attendre, regarder ce qui se passe au Royaume-Uni, par exemple. Et attendre. Oui, non, moi je me vis comme responsable pour moi et pour les autres, et donc bien entendu je serai vaccinée. Ça, c'est le risque individuel, mais il y a le risque collectif aussi. On ne se vaccine pas, on met tout le monde en danger. Non, mais ça, c'est une manière de... On ne sait même pas si cette maladie existera encore dans 3 mois. Personne n'en sait rien du tout. Donc tout ça, là, c'est de la surenchérissement. C'est du surenchérissement dans une vision qui est une vision de fausse prophétie. Anaïs ? Moi, je vais plutôt prendre de la vitamine D, du zinc et de la vitamine C, en fait. Ce serait ça que vous devriez donner dans les EHPAD. D'ailleurs, il paraît qu'il y a des dizaines et des dizaines d'études aux États-Unis. Professeur Olick, professeur Maric, qui ont étudié les bénéfices de la vitamine D. Vous voyez ? Donc pas de vaccin pour vous dans l'immédiat. Pas convaincu. Non, ça c'est clair. Donc pour conclure, en fait, on a des patients qui sont quand même très âgés et très comorbides, à part ces 2 patients pour lesquels aussi peut-être qu'ils avaient des pathologies qui n'étaient pas diagnostiquées, et s'il n'y a pas d'autopsie, en fait, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe pour ces patients. On a un nombre de vies perdues qui reste faible, hein, même si bien sûr c'est toujours un drame que les patients décèdent et qu'on comprend bien que pour chaque famille c'est compliqué. Il y a donc la nécessité de prendre en compte le profil clinique du patient pour estimer l'impact de la maladie, de prendre en compte cet aspect. On pense qu'il faut vraiment pas communiquer uniquement sur l'effectif des décès, parce qu'on a montré sur des études qui sont publiées par Santé publique France d'ailleurs, qu'il y a un impact fort sur la santé mentale et le renoncement aux soins par la peur en fait de la maladie pour lequel qui est ressenti par la population. Et on attire l'attention aussi sur le fait qu'il faut faire attention aux effets collatéraux de la gestion de la crise, justement sur cette peur, ce renoncement aux soins potentiels, et qu'il va bien falloir suivre les décès qui sont chez les non-Covid. On a une communication de la Fédération hospitalière de France qui a commencé à sortir des chiffres avec moins de 2 millions de séjours entre mi-mars et mi-juin. On a moins de 39% en médecine d'hospitalisation conventionnelle. Et puis, par exemple, pour la transplantation, on a une réduction de 1000 sur 2000 attendus de transplantation. On a eu moins d'AVC et moins d'infarctus du myocarde. Et probablement, quand on aura les causes de décès des patients à domicile, on aura peut-être une meilleure estimation de tout ce travail. Et donc, nous, on poursuit le travail sur les patients décédés depuis le 15 juin, pour lesquels on continue à analyser le profil clinique et pouvoir essayer de mieux évaluer l'impact de la maladie Covid-19. Merci. Dans le débat public, vous l'avez mentionné, il y a un débat entre pour et contre qui s'avère parfois assez stérile. Comment faire pour sortir de ce débat qui n'incite pas forcément quelqu'un qui aurait des réticences à se faire vacciner à aller se faire vacciner, et comment faire pour avoir des arguments qui soient potentiellement audibles pour la majorité des Français? Je pense qu'il faut sortir de ce débat. Je ne suis pas d'accord avec l'approche qui a été prise il y a 4 ans de ça, de faire un débat sur l'idée que nous savions ce qu'il faut faire et qu'il faut expliquer aux gens qui n'ont rien compris à ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, et d'ailleurs, puisqu'ils ne comprennent pas, on va le rendre obligatoire. Ça n'est pas ma pensée. Je ne crois pas ça. Et en particulier, il y a trop de discordance entre nos choix, ceux des Américains et ceux des Anglais, pour dire, écoutez, c'est de la science, ça, vous n'avez qu'à suivre ce qu'on vous dit dans la science. Et donc je pense qu'il nous faut avoir une étape de réflexion, qui était celle qu'on aurait dû avoir il y a 4 ans,
sur, attendez, quels sont les vaccins qui sont utiles ou pas. Par exemple, dans une situation telle qu'elle est, encore une fois, je n'ai pas d'état d'âme sur le vaccin sur la rougeole, il faut le faire et il faut réfléchir. Mais c'est un problème de santé publique qui est très inférieur chez les enfants à celui de la varicelle. Donc il y a des centaines de fois plus de varicelle que de rougeole quand même dans ce pays. D'accord ? Or, aux États-Unis, depuis 1995, les enfants sont vaccinés contre la varicelle. Nous, on n'a pas de politique, c'est une vraie question. L'hépatite A tue quand même beaucoup plus actuellement que l'hépatite B. Et pour, je ne sais pas, quelques centaines de cas d'hépatite B, il y a quelques milliers de cas d'hépatite A. On n'a pas de politique actuellement pour ça. Donc on ne peut pas dire que nos stratégies vaccinales actuellement soient réactualisées en fonction de notre écosystème actuel, de nos risques actuels. Et donc cette discordance, moi, me gêne. Et donc je pense qu'il faut remettre à plat la proposition des vaccins en tenant compte des évolutions actuelles, des écosystèmes actuels, de ce qui a disparu et de ce qui est apparu, des changements de comportement, en particulier les tout-petits qui vont maintenant en crèche devraient être vaccinés contre la grippe. C'est le vecteur de la grippe. Il y a plusieurs enfants qui meurent de la grippe par an dans ce pays. Il y a des centaines de milliers de cas. C'est des vrais problèmes de santé publique, si vous voulez. Je suis un peu surpris que tout le monde soit complètement obsédé par un cas de rougeole qui font 1 à 3 morts par an, en négligeant des causes qui font 10 fois plus de morts par an, et dont personne ne parle. Je suis bien, maintenant on parle de la varicelle, c'est très bien, ça fait des années que je dis quand même, je sais pas, on a entre 500 et 700 000 cas de varicelle par an, peut-être qu'il est temps, et ça donne en plus le zona, qui est aussi mortel, qui donne des douleurs qui sont irrémédiables chez les sujets âgés, donc tout ça sont des sujets importants. On ne peut pas dire simplement ce dont on a décidé il y a 10 ans, il faut simplement le rendre obligatoire, on va résoudre le problème des vaccins. Il faut remettre les choses à plat en réfléchissant et en se demandant pourquoi nous avons, nous, une attitude de cette nature et qui n'a pas grand-chose à voir avec les propositions américaines depuis 20 ans. Il faut réfléchir. Il n'y a pas une science française, il y a une science internationale, des connaissances internationales, et c'est plus facile de convaincre les gens quand on a des notions scientifiques qui sont établies. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut passer par les médecins et les pédiatres. Les prescripteurs, c'est les médecins et les pédiatres. Si on fait ça contre ou sans les médecins et les pédiatres, qui sont les conseils et qui sont les prescripteurs, on fait une très grande erreur. Et en réalité, on se tire dans le pied, c'est-à-dire qu'on rend le vaccin, on lui donne une valeur idéologique, on lui donne une valeur pratique qui, elle, doit être transmise par les médecins. C'est le métier des médecins, c'est les médecins qui doivent prescrire et conseiller les patients sur la vaccination à condition d'avoir une information régulière par les gens qui savent de quoi ils parlent, après avoir fait une étude propre, bibliographique, actualisée, comparative. Je n'ai jamais perdu l'audace qui m'animait quand j'étais jeune. Peu m'importe la conclusion tant que je marche vers la solution. Incroyablement rêveur, je voulais devenir inventeur. Mais tout ce que j'ai pu trouver, c'est ce putain de fil à couper le beurre. Laissons donc planer le doute. Laissez donc vos bagages sur la route. Vos bagages sur la route. Simplement malhonnête, ils se servent de notre gentillesse pour nous culpabiliser et nous raconter la messe. Et nous raconter la messe. Et si Dieu lui-même se confesse et vous dira à quel point il a mal d'avoir créé cette conscience qui nous